Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce lundi 9 novembre au Cameroun. 33 ans de règne du président Paul Biya, c'est ce qu'ont célébré les Camerounais samedi 6 novembre à Yaoundé. Une commémoration fêtée dans la sobriété, comme l'ont voulu les dirigeants du parti au pouvoir du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour cause, si le peuple semble accorder une certaine confiance à son président, eh bien son bilan, lui, n'est pas irréprochable et la question de l'emploi reste par exemple encore un gros défi. Aujourd'hui au Cameroun, plus de 70% des habitants ont moins de 30 ans et parmi eux, la moitié est au chômage. Et malgré une croissance soutenue autour de 5% ces dernières années, eh bien un quart des Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté avec l'équivalent de moins d'1 € par jour. Pour les Camerounais, le chef de l'État, qui est bientôt âgé de 83 ans, symbolise la classe politique vieillissante, tout comme ses deux autres homologues africains trentenaires en termes de longévité. Je parlais du président angolais José Eduardo dos Santos et l'équato-guinéen Teodoro Obiang, tous deux arrivés au pouvoir en 1979. L'ambitieux programme du renouveau qui avait été promis par Paul Biya à son arrivée au pouvoir le 6 novembre 1982 laisse une frange de la population assez amère, notamment à cause de ce que certains opposants dénoncent comme de la corruption institutionnalisée. L'un des membres de l'opposition énonçait des autres griefs samedi lors de cette célébration des 33 ans du pouvoir de Paul Biya. Ce n'est même pas l'âge du chef de l'État qui fait problème. C'est 33 ans au pouvoir, consacrés par des échecs patents. Et en revanche, du côté des partisans du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Paul Biya, eh bien on se félicite évidemment du bilan du chef de l'État. Écoutez. Tout ce qui se passe dans le Nord, nous ne pouvons pas être insensibles. Nous savons très bien qu'avec cette histoire de Boko Haram, nous avons beaucoup de nos parents qui ne sont pas comme nous réjouissants, qui ne sont pas en liberté, certaines personnes sont parties de leur domicile. Alors vraiment, on fait parce qu'il faut qu'on marque 33 ans, c'est quand même un âge adulte. Et nous ne pouvons pas les oublier. Je pense que c'est pour ça que notre président national, son Excellence M. Paul Biya, président de la République aussi, a voulu nous rappeler qu'on n'oublie pas nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas qui souffrent dans le Nord. Le bilan est largement positif. Si je me mettais à énumérer cela, vous savez que nous sommes sortis d'une crise profonde et aujourd'hui les clignotants sont ouverts en ce qui concerne notre pays. Vous avez entendu parler certainement du plan d'urgence et de la volonté du chef de l'État avec les grands projets, n'est-ce pas, de nous amener à l'émergence en 2035 et pourquoi pas avant. Commerce en Afrique de l'Ouest. Vendredi, les ministres du commerce de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, se sont réunis à Lomé, au Togo. Thème de leur rencontre, la politique commerciale de l'Union. La commission de l'UEMOA a ainsi délibéré sur les points relatifs aux enjeux et aux défis de la construction d'un marché commun. Les ministres du commerce ont fait le bilan de l'évolution des échanges commerciaux intracommunautaires ces dernières années, identifié les entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. Ils ont aussi défini les perspectives qui leur permettront de se positionner face aux grands défis et aux enjeux du moment, notamment les négociations multilatérales au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la diversification des exportations consécutives à l'augmentation du prix des produits, la mise en œuvre du tarif extérieur commun à la CEDEAO ou encore l'accord du partenariat économique pour les unités industrielles et leur impact sur le bien-être des communautés. Et je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant au Togo, Noël Tadénion, le commissaire au département du marché régional du commerce et de la coopération de l'UEMOA. Il est suivi du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé du Niger. Nous avons beaucoup évolué au niveau des échanges commerciaux au niveau de notre espace. D'abord, depuis 2014, nous avons adopté le tarif extérieur commun au niveau de l'espace UEMOA et au niveau de la CEDEAO. Et ce tarif extérieur commun est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Ce qui veut dire que notre union douanière s'est élargie aux frontières de l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. Donc au lieu d'être 8, nous sommes maintenant 15 autour de ce tarif extérieur commun. Ça, c'est une avancée significative pour ce qui concerne le renforcement des échanges commerciaux dans notre espace. Ce sont des avancées significatives qu'il convient de renforcer et les ministres aujourd'hui vont faire un peu le point de tout ce qui a été fait et puis donner des orientations pour que nous puissions les répercuter au niveau des différents gouvernements et faire en sorte que nous ayons des acquis beaucoup plus considérables pour ce qui concerne le commerce intracommunautaire. C'est de faire en sorte que le commerce garde sa place de moteur de l'économie, de promotion du secteur privé. Parce que sans base du secteur privé, il n'est pas d'économie durable et viable. Donc, l'objectif d'un chef d'État, c'est de créer une classe moyenne dans nos États, c'est de faciliter les échanges. Voilà pourquoi tous nos États se sont engagés dans d'importantes réformes pour améliorer le climat des affaires. Un mot de santé à présent. Ça y est, la Sierra Leone est officiellement déclarée exempte du virus Ebola. À Freetown, la population a célébré la fin de l'épidémie annoncée sous les applaudissements de la foule par l'Organisation mondiale de la santé. C'était ce samedi 7 novembre. Une cérémonie a été donnée à l'occasion et dès la veille au soir, des milliers de personnes ont allumé des bougies, ont chanté et dansé sous les feux d'artifice qui étaient tirés au-dessus de la capitale. Rappelons que la Sierra Leone a perdu plus de 4000 personnes à cause d'Ebola sur les quelques 11 300 morts que compte l'Afrique de l'Ouest. Une épidémie qui a décimé les populations de la Guinée, d'où elle est partie en décembre 2013, mais aussi du Libéria et de la Sierra Leone, dont l'économie s'est par ailleurs effondrée depuis. Et le président de la Sierra Leone a tenu lors de la cérémonie de samedi à saluer entre autres l'héroïsme sans pareil des 35 000 personnels de santé qui ont lutté contre cette épidémie d'Ebola, tout en appelant la population à la plus grande vigilance. Écoutez sa déclaration suivie de celle de responsable de la gestion de la crise d'Ebola en Sierra Leone. We must give thanks to God Almighty. Nous devons remercier Dieu Tout-Puissant pour notre victoire sur le virus Ebola. Nous devons demander à Dieu la bénédiction de ceux qui ont perdu la vie pendant l'épidémie. Nous devons saluer l'immense sacrifice et l'héroïsme des personnels de santé en réponse au virus Ebola. Avec l'accord des chefs religieux, je déclare samedi 21 novembre, journée nationale de gratitude. Now is the time to rejoice. Le temps est venu de se réjouir. C'est aussi le moment de se souvenir, de méditer et le moment d'agir avec détermination. Il y a de quoi se réjouir. Les Sierra Léonais peuvent maintenant retourner à leur vie normale, une vie riche et fructueuse pour se retrouver avec la famille et les amis au sein de communautés engagées. Nous rentrons maintenant dans une nouvelle phase, 90 jours de surveillance accrue qui se déroulera jusqu'au 5 février 2016. Cette nouvelle phase est capitale parce que notre objectif est de garantir la ténacité et qu'on puisse détecter et réagir à toute potentielle poussée du virus Ebola dans le pays. Au nord de l'Afrique, l'enquête se poursuit pour connaître les circonstances du crash d'un avion russe en Égypte la semaine dernière. Alors que le contenu des 2 boîtes noires de l'Airbus A321 de la compagnie Metrojet continue d'être étudié, pour le chef de l'équipe des enquêteurs égyptiens qui s'est exprimé samedi en conférence de presse, aucune conclusion n'a encore émergé sur l'origine de cette dislocation de l'appareil, dont les 224 occupants, vous le savez, sont tous décédés. Écoutez ces compléments d'information. Les observations initiales de la carcasse de l'avion ne nous permettent pas encore d'identifier l'origine de l'accident en vol. Les enregistreurs de vol ont été téléchargés avec succès et nous avons fait une première écoute. Si la commission est toujours en train de retranscrire les sons, ce qui va prendre du temps à finaliser, un bruit a été entendu dans la dernière seconde de l'enregistrement. Une analyse spectrale va être menée par un laboratoire spécialisé pour identifier la nature de ce bruit. Tous les scénarios sont pris en considération, notamment qu'il y aurait pu avoir des batteries au lithium dans les bagages d'un passager, une explosion du réservoir d'essence, la fatigue du personnel de vol ou alors une explosion. Tous les scénarios sont pris en compte. Je n'exclus aucun scénario. Et pendant que l'enquête se poursuit, la Russie et la Grande-Bretagne continuaient hier encore de rapatrier leurs milliers de touristes qui sont présents dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. C'est de là qu'il y a maintenant 9 jours, l'avion russe s'est écrasé, peut-être victime d'un attentat, comme l'expriment en tout cas le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore de nombreux experts.
Au Soudan, la journée d'hier a marqué la cérémonie du Dimanche du Souvenir. Dans la capitale Khartoum, des diplomates et des responsables soudanais étaient rassemblés dans le cimetière militaire du Commonwealth. Dans ce mémorial sont enterrés les soldats de plus de 16 nationalités différentes, tous tués pendant plusieurs conflits au Soudan et en Afrique de l'Est depuis le 19e siècle. De nombreuses gerbes de fleurs ont été déposées par des personnalités officielles présentes, dont l'attaché de la défense britannique, le lieutenant-colonel Edward Mellott. Et une minute de silence a également été observée. Des badges en forme de coquelicot étaient également vendus à l'entrée du cimetière militaire de Khartoum. Ces poppies marquent le symbole des membres du Commonwealth à l'association d'aide aux anciens combattants. Le poppy, une tradition indéfectible également pour les sujets britanniques de la reine Elisabeth II au Royaume-Uni. Les hommages étaient en effet aussi de mise hier dimanche à Londres notamment. La reine et les dirigeants des principaux partis politiques britanniques se sont réunis au cénotaphe afin de rendre hommage aux soldats britanniques et du Commonwealth morts pendant la Première Guerre mondiale. Après un défilé des vétérans de la guerre 1914-1918, la reine Elisabeth II, accompagnée de son époux, le prince Philippe, se sont recueillis et la souveraine a déposé une gerbe de fleurs sur le monument aux morts. Les princes Harry, William, puis le Premier ministre David Cameron, le chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn, ainsi que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, se sont également prêtés au même cérémonial. Parmi les autres personnalités présentes, il y avait aussi la princesse duchesse de Cambridge, Kate Middleton, aux côtés de la famille royale vêtue de noir. Tous les participants à ce jour du souvenir ont observé 2 minutes de silence. À l'international, dans les Caraïbes, l'île française de la Martinique a subi de lourdes inondations vendredi. Dans la commune de Rivière-Pilote, l'eau est même montée jusqu'à 2,50 mètres. 24 heures après les pluies diluviennes qui se sont abattues, le niveau de vigilance est redescendu samedi d'un cran, en passant de l'orange au jaune. Mais malgré une nette amélioration des conditions météorologiques, avec le retour du soleil notamment, la vigilance reste de mise car le temps reste très instable. Dans un communiqué publié samedi soir, le préfet a d'ailleurs décidé le maintien de la cellule de crise en veille active. Des difficultés localisées comme des éboulements sur les voies, des glissements de terrain ou encore d'autres inondations de maisons n'étant pas à exclure selon lui. Retour en Afrique pour terminer ce flash information. En Afrique de l'Ouest, le Ghana a célébré samedi un festival sur l'exode de l'ethnie Anlos. La fête nommée Ogbetsotso célèbre l'une des plus grandes ethnies du pays, afin notamment de permettre aux jeunes de connaître les traditions de cette ethnie qui était présente à la fois dans le Ghana, le Togo et le Bénin actuel. Écoutez. Avant l'arrivée des Allemands, la terre d'Ewe était une seule étendue de terre, depuis la rivière Volta à la rivière Mano au Bénin. Les Allemands ont pris le Togo et les Français ont pris le Bénin. C'est le même peuple Ewe. Si vous vous déplacez sur la côte, nous n'avons qu'une langue, l'Ewe. Donc ce sont les Européens qui nous ont divisés entre les 3 États que nous avons aujourd'hui, le Ghana, le Togo et le Bénin. Peut-être que beaucoup d'actes de notre peuple rendent la terre impure. Et donc, le festival de Ogbetsotso consacre la terre, que nous appelons Afek Plokpor. Nous avons aussi un autre rite maintenant, qui nettoie les objets physiques que nous avons dans nos maisons et que nous appelons Dordédé. Ensuite, vous avez l'interdiction de faire du tambour et de la danse. Ce sont des actes spirituels. L'interdiction des tambours et de la danse nous replonge dans les jours où nos ancêtres demandaient le silence pour se reposer sur terre. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 9 novembre 2015. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.